mardi 2 juin 2026, la librairie Ombre Blanche à Toulouse organisait une rencontre avec le photographe Jacques Matali, à l'occasion de l'exposition de sa série Lignes d'horizon du 29 mai au 31 juillet et de son livre L'horizon incertain, paru aux éditions de l'Atelier contemporain. En présence des auteurs des textes, Christian Thorel, ancien responsable de la librairie, et du romancier Alain Monnier. Bon, merci d'avoir patienté. On n'avait pas vraiment prévu d'horaire, 18h. On s'est dit ce matin avec Jacques qu'on commencerait une petite discussion à 18h30. On a en plus le quart d'heure toulousain, donc ça fait 18h45. On va s'y mettre. Bon, mais je vais peut-être commencer par une citation d'Alain Monnier qui est avec nous et qui a contribué à ce livre que nous fêtons aujourd'hui à l'occasion de l'exposition, Jacques. Alors, Alain, tu cites dans ton texte, tu cites Jacques Matali, je le cite, « Quand vous regardez assez longtemps mes photographies, vous cessez de voir des images. Vous voyez le temps lui-même, le paysage originel, l'espace pur, l'infini qui nous contient. » Puis, dis-tu, il a ajouté, Jacques, « La ligne d'horizon est une chose simple et mystérieuse. Elle n'existe pas vraiment, et pourtant nous la voyons tous. » Bon. Et puis tu reprends de la plume. « Ce sont les rares mots, dis-tu, que j'ai recueillis sur son travail. Je sais qu'il n'aime pas parler de ses photographies. » C'est con parce que tu vas devoir en parler, là. Hein. Il veut juste qu'on les regarde et qu'on s'y perde. Qu'est-ce que tu en dis ? Tu peux ajouter des choses à ça parce que sinon il va paniquer, Jacques. Non, il va très bien se débrouiller. Oui, c'est-à-dire que les quelques petites pages qu'on m'a demandé d'écrire que Jacques m'a demandé d'écrire là-dessus, c'est vrai que j'ai pris le parti pris je connais Jacques depuis, on va dire 50 ans. L'ami, le beau-frère, le voisin, donc on a pas mal de choses et je suis resté un petit peu sur ce terrain des petites confidences qu'il a pu faire sur ses photos mais qui sont très très rares. Bon, vous aurez compris qu'il s'agit de photographie, il s'agit de livres, mais il s'agit aussi d'un moment de partage et de partage d'une création artistique et aussi d'un partage amical. Alors moi, je ne connais pas Jacques depuis 50 ans, mais bon, tout à l'heure, Conchita Fernandez, que tu connais depuis très longtemps, peut-être depuis 50 ans, qui sait ? À peu près, voilà, m'a appelé pour te dire, je vais Conchita, le dire. Je précise que Conchita, c'est la responsable du rayon photo d'Ombre Blanche pendant très On ne va pas dire combien de temps. Et donc Conchita n'est pas là ce soir parce qu'elle a eu un petit accident et voilà, elle est tombée. Et elle m'a dit, donc pour le coup tout le monde va en profiter. Conchita te salue, t'embrasse et voilà. Et moi je te voyais depuis longtemps à la librairie et je me souviens que la première fois qu'on a parlé de photos, c'est quand tu m'avais vendu une image pour le catalogue sur l'Espagne que j'ai toujours. D'ailleurs, si certains en veulent, j'ai encore une bonne collection de ce catalogue sur la littérature espagnole dont tu avais fait la une avec une formidable photo que tu avais prise en Andalousie, c'est ça ? Oui, c'était une photo prise à Séville pendant la Semaine Sainte, oui. Voilà, donc et depuis on se fréquente, on a eu déjà une première exposition des horizons qui était... Alors il y a eu celle de Jacques Roubert, dans ce lieu. Dans ce lieu, il y a déjà dans longtemps. Ce lieu, il y a longtemps, que tu avais partagé avec Sophie, qui est que ici. J'ai aperçue tout à l'heure. Voilà, et puis il y a eu, il y a 5 ans, 6 ans, je ne sais plus, à côté. Oui, 5 ans peut-être, une expo partagée avec Christine Valk. Absolument. Elle pourrait être là si elle n'avait pas eu un problème sur l'autoroute, mais... C'est un jour béni.
Et puis, puis voilà, aujourd'hui, moi je suis très heureux que cet espace te soit intégralement confié, et très heureux de montrer aussi, on a décidé de montrer quelques autres images que les horizons. Mais enfin, il faut dire quand même que cette exposition, l'horizon que nous nous étions donné, c'est un jeu de mots un peu facile, c'était aussi cette publication. Alors cette publication, nous avons choisi, ou il s'est choisi aussi, François-Marie Desrolles, pour la publication de cette monographie, de cette première monographie. Oui, François-Marie, j'avais déjà fait un ouvrage avec lui, qui s'appelle Seuil du Seul. Et à cette occasion, il m'avait proposé de faire un livre un peu plus consistant, une monographie de tout mon travail. Ça a pris du temps à être mis en place, évidemment, comme le projet était important, donc on a mis un peu de temps à réaliser ça, mais voilà, aujourd'hui le livre est là, et il accompagne cette expo. Alors, le livre, lui, c'est une vraie rétrospective. L'expo, par contre, ce ne sont que des photographies récentes et jamais exposées. En tout cas, pour tout ce qui concerne les grands formats couleurs. Dans les noirs et blancs, il y en a quelques-unes un peu plus anciennes qui ont déjà été montrées, mais toutes les grandes photographies couleurs sont récentes. Elles ont 2 ans, je crois. La plupart ont été faites lors d'une résidence à Tanger. Alors normalement, je ne cite pas l'endroit où les photos sont faites, parce que ça détourne un peu le regard du spectateur du thème principal, parce que la question elle n'est pas liée du tout au lieu. Normalement, le lieu est indéfinissable. Ne réponds pas aux questions que je vais te poser avant que je te les ai posées, sinon tu vas me griller tout. Pardon. Je reviens au livre et au projet. Lorsque ce projet de livre a été lancé, et tu t'y es vraiment évidemment accroché, c'est un moment important dans ta vie de photographe. Je pense que tu vas aussi susciter peut-être des émules ou peut-être des jaloux, sait-on jamais, parce que quand même avoir une belle monographie comme celle-là, ça n'est pas si fréquent, et donc tu m'as dit, tu m'as proposé d'écrire un texte. J'ai un peu tardé parce que j'avais aussi des choses qui étaient sur le feu, si j'ose dire, de mon côté, et puis tu as fait appel à Alain dans le même temps, et puis tu cherchais un peu, et je t'ai conseillé de lire un texte de Michel Julien. Voilà, donc c'était à la fin du printemps de l'année dernière. J'ai lu donc plusieurs livres de Michel Julien. J'ai découvert un auteur franchement extraordinaire. Je vous invite tous à vous plonger dans l'œuvre de ce monsieur, parce que c'est vraiment magnifique. Et Michel qui est souvent à ta place ici. Qui est souvent invité ici, oui, et qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, mais bon. Mais qui me l'a dit tout à l'heure. Hein, oui. Il est avec nous. Il est avec nous. Non, c'est une écriture formidable. Vraiment, pour moi, ça a été un grand choc. Et j'ai eu le bonheur qu'il accepte d'écrire un texte pour ce livre. Franchement, je me sentais très honoré que ce monsieur accepte d'écrire quelques pages pour nous. Alors donc Michel a envoyé un texte à la fin de l'été l'an dernier. À la fin de l'été dernier, avec une sorte de surprise, parce que c'est sa résistance à l'horizon marin qui a interpellé un peu tout le monde. Peut-être Alain, tu as réagi toi aussi à... Oui, parce qu'il est parti sur la Loire, sur les paysages autour de la Loire, donc effectivement il nous a un peu décalé, mais après on se... Oui, après il est parti sur la montagne surtout. Il faut dire que Michel Julien est un montagnard émérite, et bon, il a bien voulu changer de zone de confort. S'éloigner de sa zone de confort qui est la montagne pour
s'intéresser un peu à notre ouvrage. Voilà, en tout cas, moi je vous conseille vivement la lecture de ce texte qui est un peu décalé dans le livre. Hein. Oui, ton nom n'est pas cité, mais ce qui est important là, c'est l'incertitude. C'est le thème de l'incertitude et celui quand même de l'horizon, parce que somme toute, quand on dit horizon, souvent on pense à celui que tu nous donnes à voir de multiples fois, mais il y en a un qui est par là, un horizon de montagne, c'est tout de même aussi un horizon. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Les horizons, ils sont multiples. L'avantage, ce qui différencie l'horizon de la mer, c'est l'éloignement, bien sûr. Alors que la montagne, c'est quelque chose qui est obligatoirement quelque chose de plus près. Donc, pour moi, qui donne moins de place à la rêverie, par exemple. Parce qu'on a, derrière la montagne, on peut savoir ce qu'il y a exactement. Derrière l'horizon maritime, l'imagination peut naviguer plus librement, me semble-t-il. Alain, dans le texte personnel que tu consacres à Jacques, tu racontes que... Je crois que c'est sa maman qui t'a dit. Donc, il y a effectivement 3 textes, et l'intérêt, c'est d'avoir des angles d'attaque un petit peu différents dans les 3 textes pour le livre. Donc, il y a bien sûr le tien, il y a celui de Michel Julien qu'on vient d'évoquer, et moi, j'avais pris un peu l'angle de la proximité amicale, et donc, je me permets, avec son autorisation, de raconter que sa maman a ce vague souvenir, quand elle l'a mené à la plage, qu'il était un peu fasciné par cette ligne d'horizon, et que des fois elle lui disait: tu devrais un peu jouer avec la pelle et le râteau quand même. Voilà. Et tu t'es planté 8000 fois devant la ligne d'horizon, parce qu'il raconte aussi quand même, Alain, que tu as 8000 images, c'est ça? Oui, il y a à peu près 8000 images. Il y a à peu près 8000 images de ce thème-là, oui. Si on multiplie, c'est combien de minutes de pause? Alors la pause, ça dépend. On va faire de l'arithmétique. C'est entre un 500e de seconde, mais ça peut aller jusqu'à 3 minutes. Ça dépend des fois. 8000 fois 3 minutes, je vous laisse calculer donc tout ce temps que tu as passé oui. À regarder quoi? La mer ou la ligne d'horizon? Non, la ligne d'horizon et surtout l'impact de la lumière sur l'horizon, parce que... Et puis si je peux ajouter, pardon, il a le goût de la difficulté aussi, c'est-à-dire il va aller se poser sur un coin de rocher avec son appareil, etc. Alors que moi, ce que je dis un petit peu, je l'imaginais plutôt au bord de la route, sur un belvédère, on met ça, et en fait, c'est pas ça l'histoire des photos. Non, il faut s'isoler un peu, être tranquille et pouvoir profiter de ce que nous offre la nature. Alors, tes images sont répertoriées, c'est ça? Oui, très précisément. Mais alors, je crois que c'est Alain qui le dit aussi, qui l'écrit, qu'elles sont répertoriées par... elles sont plutôt classées par couleur, densité ou... Non, ce classement, il est simplement dans l'exposition. Parce que, non, dans mes archives, le classement, il est... Alors, il est par lieu, par date, par quoi? Par date. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le lieu n'a aucune importance. D'accord. Donc, si on sort une photo, tu ne sais... Tu sauras quand même identifier le lieu. Oui. D'emblée. Oui, parce que... Ah non, je ne peux pas l'identifier d'emblée, mais je regarde mes notes. Oui, mais d'accord. Mais alors, si je te sors une photo, non. Non. Ah, d'accord. Je ne peux pas. Même la lumière... La lumière, parfois, parce que, par exemple, il y a quelques photos prises en Angleterre avec un climat typique anglais. Bon, sur des photos bien grises, dans le brouillard. Ok, c'est en Angleterre. Mais je me demandais, parce que quand même tu as beaucoup parcouru le monde, est-ce que selon ça y est, selon le parallèle, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des lumières particulières aux tropiques, des lumières particulières à l'équateur? Oui, on peut l'imaginer, mais malheureusement, l'imagination ne correspond pas au résultat. On est toujours très surpris. Il y a des trucs très contradictoires. Et il m'est arrivé de faire des petits tests comme ça.
je sais pas, par exemple, j'ai des photos prises en Italie. On a l'impression qu'on est en décembre pendant une tempête. Alors, et pas du tout en Italie, plutôt dans un pays du Nord. Et en fait, on est en plein été. Bon, la tempête, elle est là. Mais c'est impossible d'identifier un lieu. C'est impossible d'identifier un lieu. Après, non, je mets un petit bémol. Bon, il se trouve que ma fille, maintenant, habite dans les Caraïbes. Et Dans les Antilles. oui, aux Antilles. Et il y a des mers un peu particulières. Il y a des mers des tropiques qu'on ne peut pas trouver n'importe où, ça c'est sûr. Mais en même temps, on ne peut pas dire est-ce que c'est aux Antilles ou est-ce que c'est aux Philippines, ou c'est une question de latitude, quoi. Et il y a des miracles ou Oui, il y a plein de miracles. Oui. Je ne vis que par les miracles. Et des fois, il y a une absence de miracles. Alors ça, c'est encore plus fréquent. Ça, je dirais que c'est la norme. Et alors, tu jettes ton appareil à l'eau. Non, j'attends. Mais souvent, je m'installe le matin, très tôt, bien avant le lever du soleil. Et puis j'attends. Et puis, quelquefois, je ne fais pas une seule photo. Hein. Et je rentre chez moi et j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait. Non, j'ai passé 4 heures ou 5 heures parfaitement agréables, intéressantes. Mais en termes de rendement photographique, c'est complètement aléatoire, quoi. Vraiment, il y a des jours où on ne fait rien du tout, parce que la lumière n'est pas avec nous. C'est toute la différence avec le boulot d'un peintre. Les peintres, franchement, je sais, j'ai plein d'amis peintres là, ils vont me maudire, mais c'est un job peinard, peintre. Un peintre, il va dans son atelier, il prend son pinceau et puis il travaille, quoi. Tandis qu'un photographe, il prend son appareil photo, il s'installe, mais il est dépendant des conditions de lumière. Et puis voilà, il y a des fois, ça ne marche pas. Et enfin, souvent, ça ne marche pas. Et à ça, on ne peut rien. Donc, Et la rébellion dans les salles. La peinture, c'est pareil. donc, quand je dis que c'est peinard le travail de peintre, je plaisante évidemment. Je sais que c'est un métier très difficile. Tu vas te faire attaquer à la sortie, fais attention. Et bon. Alors, toi, on le voit ici, le format est carré, la ligne est médiane, celle de l'horizon. Oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres contraintes? Non, c'est... Après, il y a celle du miracle qui vient ou qui ne vient pas. Mais ça, c'est pas une contrainte. Ça, c'est pas exactement une contrainte. Non, le fait que ce soit carré, avec la ligne au milieu, ça a pris beaucoup de temps, bien sûr. Bien sûr, non, pas bien sûr, ça aurait pu arriver de suite, mais c'est pas le cas. Mais l'idée, c'était de partir d'un protocole le plus simple possible, le plus sobre possible, de manière à ce que le résultat soit lié plus à l'intervention de la lumière et au regard du spectateur, parce que il n'y a aucune anecdote dans ces photographies, n'est-ce pas? Donc, le spectateur, il a son boulot à faire aussi, quoi. On ne lui livre pas le truc tout cuit. Et c'est le spectateur aussi qui, en passant de photo à photo, je pense que chaque photo alimente la photo précédente, qui elle-même vient en écho à la première photo que vous avez vue à l'entrée de l'expo. Et bon, c'est ça l'idée de départ, c'est-à-dire qu'on évite les anecdotes, on évite de se laisser distraire par ce qui n'est pas la question de l'horizon, la place de l'horizon. C'est-à-dire cette idée de fini, d'infini, ce que le monde que nous propose l'horizon, qui est un monde assez fermé, enfin circonscrit, si je peux dire, par l'horizon, mais qui, en même temps, nous laisse entendre que derrière, il se passe aussi autre chose.
juste une... Hier, il y a quelques jours, tu as raconté une anecdote d'une de tes premières expos au Château d'Eau, où des gamins des écoles, j'ai trouvé ça assez étonnant. Enfin, ça parle de ces photos aussi. Oui, Michel Diezed qui est là pour en témoigner. Il y a sûrement quelques enfants qui avaient trouvé judicieux de dessiner quelques petits bateaux sur les horizons. Et bon, ils avaient personnalisé leur visite, quoi. Mais bon, voilà. Ce n'est pas arrivé depuis, je dois dire. Alors, pas la peine de vous laisser aller, hein. Essayez de trouver d'autres moyens d'expression. Ce n'est arrivé qu'une fois. Alors en écrivant tout à l'heure à la maison, en écrivant ce mot contrainte, tu vois, en écrivant voilà, le format, la ligne, enfin après les formats carrés, mais ils changent de taille quand même, hein, les tailles sont diverses. Je pensais à l'Oulipo et au plaisir, à la jouissance que les poètes de l'Oulipo ont d'émettre ces contraintes et de travailler avec. Et alors, toi, la jouissance de travailler avec? Alors, l'histoire du format, c'est une question importante. C'est une question très importante dans ce travail. C'est pas gratuit du tout. Donc l'idée, vous avez vu que la plupart de ces photos, c'est des formats assez grands pour des photographies, et il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre parce que l'idée, c'est que le spectateur puisse plonger là-dedans, plonger dans la photographie, et ne se sente pas contraint par ce qui pourrait être un cadre. Et il me semble que, paradoxalement, ces grands formats, ça fait gagner en intimité parce que ça permet à celui qui regarde de rentrer plus profondément dans l'image. Donc c'était une vraie contrainte que je me suis posée dès le départ. Alors après, il y a quelques photos plus petites, évidemment, mais l'idée, le format standard, si je peux dire standard, c'est le format que vous avez dans la première galerie là-bas. Ou comme ça. C'est pour moi le format minimum pour être un peu happé. Si le format est plus petit, ça peut être bien aussi, mais on reste un peu plus extérieur à l'histoire. Alors le principe d'une exposition, c'est de montrer ce qu'on peut dans une taille d'espace donnée, ce qu'on peut montrer en nombre d'images. Mais le principe d'une exposition, c'est de donner à voir et de donner l'envie éventuellement d'acquérir une image, 2 images. Tu viens de parler du rapport à une image, mais une exposition, c'est un rapport à plusieurs images. Je sais, parce que ça fait maintenant plusieurs années, et je te remercie de ta présence active et spirituelle dans la galerie pour m'aider assez régulièrement à installer des images des autres, même des peintres. Mais donc, il y a ce rapport à une image, mais là, il y a un rapport à plusieurs. C'est pas la première fois que tu présentes tes horizons, tu les as montrés même un bon nombre de fois. 25 fois, je crois. Alors, finalement, parce que finalement, j'ai compté, parce que tu m'as posé la question. Voilà, 25 fois. Alain, je crois que dans ton texte, tu dis ce qui serait formidable, c'est d'en montrer 200. Oui. Voilà, mais... J'imaginais d'avoir un lieu, genre usine désaffectée, où on puisse effectivement, sur 50 ou 100 mètres, 200 mètres, avoir toutes les photos en place. Et toi, qu'est-ce qui serait... Moi, je pense que l'exposition d'ici qui est idéale, mais bon. Non, l'exposition ici, c'est parfait, évidemment. Non, blague mise à part, je trouve que le lieu est assez bien adapté à ce propos. Donc, j'étais très content d'investir cet endroit, hein. Très content. Et après, ce qui est important, je crois aussi que
tous les endroits sont bons à investir. Il faut juste concevoir l'exposition en fonction de l'espace qu'on nous offre. Cela dit, la proposition d'Alain, malgré tout, elle n'est pas inintéressante, quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que j'évoquais tout à l'heure, que chaque photo alimente la photo précédente et se sert de la photo précédente pour augmenter le sens global de l'exposition. Évidemment, dans une usine désaffectée avec 200 photos à la ligne, ça serait un objectif, je ne sais pas si c'est idéal, entre guillemets, mais c'est une expérience qui serait intéressante. Oui. Malheureusement, vu la santé de l'économie en France, il est probable que des usines désaffectées, il y en aura peut-être beaucoup à ta disposition, mais bon. Bon, mais enfin, presque il serait souhaitable qu'on ne te donne pas l'occasion. Mais compte tenu de l'état de la culture en France, qui est aussi désespérant que l'état de... C'est pas terrible non plus, c'est vrai. Non plus. Bon, en attendant, bienvenue. Je te propose de lire un court extrait de texte de Michel pour donner le sens de sa langue et le goût de sa langue et de son écriture, et ça me permettra peut-être de rebondir sur une question. Après on laissera le public t'en poser, Alain, toi tu voulais en poser une particulière? Toujours après. Non, mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que il y a l'exposition, mais il y a ce livre qui me semble être un peu l'apogée de dizaines d'années de labeur, d'exigence et de rigueur. Et après l'apogée, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'était ça un petit peu ma question. Écoute, je ne sais pas, parce que ce que nous offre la nature, c'est infini. Moi, je crois que ce travail, il n'a pas de fin. Donc ce livre, c'est une étape importante, mais ça reste une étape. Je ne vais pas cesser de photographier l'horizon pour... Je te remercie beaucoup, Alain, parce que je n'osais pas poser la question que je n'osais pas le lui poser. Je parlais d'Oulipo, je pensais à Pérec, et j'ai trouvé une citation de Pérec. J'espère qu'elle ne va pas te choquer, mais voilà, est-ce que tu pourrais te l'approprier? Parce que Pérec écrit « Être oulipien », donc c'est être le rat qui se construit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir. Donc ça prolonge la question d'Alain. Mais est-ce que tu as envie d'en sortir? Non, j'ai pas envie d'en sortir parce que j'y suis fondamentalement très bien. J'y suis fondamentalement très bien. Donc non, je vais continuer. Je fais d'autres choses par ailleurs, hein, mais cette voie-là, elle va perdurer. Très bien, donc on continue dans le labyrinthe. Qui finalement, c'est un labyrinthe très ouvert. Hein. Oui, absolument. L'horizon marin, c'est quand même... On ne peut pas trouver... Et alors justement, on va en parler, on va écouter Michel Julien. Je commence à perdre la voix, donc ça va être... Je lui dis, si tu entends grincer depuis ta Loire, c'est que c'est moi qui ai mal lu ton texte. Mais pardon. La mer est sous le patronage de l'horizon réglementaire, l'horizon zéro en quelque sorte. Depuis la grève, je prends une attitude, je regarde puissamment devant moi, peu marin de goût, je vois que c'est beau sans bien comprendre. L'expérience ressemble à celle des chefs-d'œuvre au musée. Ça n'est un, mais que faut-il voir? Pourquoi ça naît? Comment l'entendre? Et aussi, principalement, il y a pour moi ce rapport troublant entre la mer et une toile de maître. Quand faut-il cesser de regarder? Si je restais quelques minutes de plus devant un Chardin, un Turner ou une fresque de Masaccio, quelle complétude gagnerais-je? Une toile de maître me procure une étrange sensation, celle d'abolir l'espace. Devant un chef-d'œuvre, il n'y a pas lieu. La mer, d'une toute autre façon, réveille en moi cette question de situation. Assez vite à la plage, j'ai l'embarras du tout, une difficulté à trancher entre le détail et la totalité. Les vagues m'apparaissent comme les mailles d'un pullover, c'est-à-dire que mes yeux ne sauraient porter sur aucune quand les distances sont le contraire de leur énormité. La profondeur de champ, le latéral et le zénith ont perdu toute faculté de vertige, alors que la mesure me séparant de mes chaussures me fiche un tournis de petitesse. Mes pieds me disent qu'il y a lieu, mais je ne sais pas vraiment lequel, alors que j'y suis.
J'ai le sentiment d'un endroit annulé, et pour s'en convaincre, il n'est que se projeter à l'horizon. Le phénomène est bien connu. Si d'aventure je faisais équipage sur une barcasse à lenteur de rame, sur un hors-bord aussi bien, l'entourage n'en serait pas changé, l'horizon resterait dans ses mêmes habits, sans grandir, toujours à reculer tandis que vole l'embarcation. Seuil illusoire, l'horizon a ce pouvoir de provoquer l'immobilité du déplacement, et il en joue. Il a la faculté d'altérer sans cesse l'assiette visuelle en créant, dirait-on, des interférences cognitives. Un peu complexe, il faut le relire tranquillement, mais voilà, ce recul, toi, ça te fait quel effet? Parce que finalement, on n'a pas parlé de l'horizon, cette chose qui recule en permanence. C'est aussi ça qui t'attire? Non, l'horizon recule quand on essaie de s'y déplacer, de tendre d'aller vers lui. Ouais. Sinon, c'est quelque chose de très stable, au contraire. Mais par contre, si on essaie... moi, ça fait déjà plus de 20 ans que je le traque et j'ai pas gagné 1 mètre dans la distance qui me sépare de l'horizon. Hein. Tout à l'heure, chez toi, je t'interrogeais sur la courbure. Et parce que ça, c'est quand même, pour moi, c'est un peu... Il en parle très très bien. Et d'ailleurs, moi, je me remarquais que moi-même, j'en parle dans mon texte, que j'ai relu tout à l'heure. Dans quel livre de Michel? Dans le texte qu'il a publié dans le... Ouais, voilà, oui, alors l'histoire de la courbure, évidemment, bon, théoriquement, l'horizon doit être courbe. À part quelques complotistes persuadés que la Terre est plate, je pense qu'ici, il n'y en a pas trop. On est tous d'accord que la Terre est ronde, mais bizarrement, l'horizon est plat. On est dans une illusion quand on est au bord de l'eau. Par exemple, quelqu'un de 1,80 m qui est au bord de la mer, il voit à peu près 5 km ou 5 km 6, un truc comme ça. 5 km 6. Si on pose la question à n'importe qui, il va tenir tout autre raisonnement. Il est persuadé de voir à 10 km, 20 km, je ne sais pas. Michel Julien parle même de voir l'Amérique, puisqu'il est en face. Mais bon, là, c'est peut-être un peu exagéré. Mais en tout cas, on voit très très près. Alors, dès qu'on monte, c'est des questions de géométrie, hein, c'est tout. Dès qu'on monte sur une falaise, évidemment, on voit beaucoup plus loin. Mais très vite, on voit beaucoup plus loin. De là à voir la courbe, alors je dois dire, ça m'est arrivé, mais il faut être déjà très haut et ensuite avoir des conditions climatiques super favorables. Et on voit pas la courbe, mais on sent que c'est pas tout à fait plat, quoi. On sent que c'est pas tout à fait rectiligne. Mais c'est des conditions très particulières. La plupart du temps, on a le sentiment que l'horizon est horizontal. Et là, la courbure, c'est un émerveillement différent ou c'est pas de l'ordre de l'émerveillement, c'est plutôt une surprise parce que c'est tellement rare que c'est plus de l'ordre de la surprise. Mais par contre, c'est impossible à traduire sur une photographie. Enfin, moi, j'ai pas une seule photo où la courbure peut apparaître. Ça, c'est sûr certain. Bon, on va bientôt boire un verre, mais il y a peut-être des questions dans le public avant que nous fêtions ton exposition et ton livre. Je suis fascinée par l'horizon. Alors le lieu, effectivement, on a toujours le même horizon. J'ai un lieu magique à Leucate, en bas de la falaise, d'où on voit l'horizon. Voilà. Et malheureusement, maintenant, un peu moins, mais bon. Avec les 3 éoliennes, on voit le fond, on voit les montagnes au fond. Voilà. Mais donc l'horizon, que ce soit de Tanger ou de l'autre côté, il y a quelque chose qui est pareil. Et donc ça veut dire qu'il y a un horizon. Pour moi, l'horizon, c'est plat. La montagne, pour moi, n'est pas un horizon. C'est un découpage, c'est autre chose. Voilà. Et là, c'est très personnel. Hein, c'est l'effet que, pour moi, l'horizon a un effet extrêmement reposant. Oui. Parce que c'est plat, c'est lisse. Il n'y a pas à se poser de questions avant, après, devant, derrière. C'est un tout, voilà. Et
l'effet que ça a sur moi, alors est-ce que c'est la mer, la plage aussi, et puis le lieu particulier, je trouve que ça fait penser à un électroencéphalogramme plat. Et que pour les gens qui ont des neurones incessants, qui ne savent pas se calmer, un horizon, et là je suis rentrée dans 2 ou 3 photos assez facilement, il y a ce truc-là. C'est plat, c'est en haut, en bas, et c'est reposant. Oui, c'est ultra simple. Et puis il ne faut pas perdre de vue aussi que c'est le seul paysage que toutes les civilisations ont vu. C'est le seul endroit, depuis le premier homme, c'est le seul paysage qui est stable. Et partout. Oui, partout. Donc l'horizon, c'est quelque chose qui traverse le temps et l'espace, et sans subir la moindre modification. Il n'y a pas d'autre endroit. Donc c'est aussi bon, c'est une préoccupation importante, cette méditation sur l'espace et le temps. Voilà, bon, aussi, écoutez, nous, on va boire un verre, juste le temps d'installer, de dresser la table. C'est vertical, hein, dresser la table. Voilà, est-ce que tu as pensé à aller au Havre? Tu sais que le maire du Havre, il a monté un parti qui s'appelle Horizon. J'ai peur qu'on n'ait pas grand-chose à partager avec le maire du Havre. Bon, merci à toutes et à tous. Et voilà, dans quelques minutes, vin blanc, vin rouge, jus de pomme. Et merci Jacques, merci Alain, merci François-Marie, merci Michel de loin. La rencontre que vous venez d'écouter autour de l'exposition photographique de Jacques Matali à la Galerie Ombre Blanche a été enregistrée mardi 2 juin 2026. L'exposition Ligne d'horizon est à voir jusqu'au 31 juillet et le livre L'horizon incertain est édité par l'Atelier Contemporain. Réalisation Radio avec Radio Plus et Radio Terre.